Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Malgré les appels récurrents aux dons de sang, les stocks de ce précieux liquide atteignent des seuils critiques au niveau national. Le besoin est immédiat, grand et permanent. Nous suivrons un reportage à Rabat. La vague de froid et le léger retard des pluies, cette situation a-t-elle un impact sur la saison agricole? Nous suivrons un reportage à Etourir dans la province d'El Haouz où agriculteurs et éleveurs restent optimistes. La vague de froid qui persiste justement une saison d'une grande rudesse pour les populations des régions montagneuses dans la commune d'Ouziwa, province de Taroudan. L'élan de solidarité s'organise pour prêter assistance aux populations locales. La Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. Cette séance a été consacrée aux questions de la politique générale en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité, notamment en milieu rural, la régionalisation avancée, la problématique de l'insertion des jeunes, ainsi que la valorisation des capacités du secteur agricole. Je vous le disais en titre, les stocks de sang atteignent des seuils critiques au Maroc et cela malgré les appels récurrents aux dons de sang. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé au Centre régional de transfusion sanguine de Rabat. Le besoin est immédiat, grand et permanent. Le nombre de donneurs n'y dépasse pas les 70 personnes quotidiennement, alors que le besoin chaque jour s'élève à 300 poches de sang. Zakia Bqas et Nisri El-Hamdawi. Au centre régional de transfusion sanguine de Rabat règne une lourde ambiance. Ces personnes sont dans l'attente de poches de sang et de ses dérivés. Ces derniers temps, cette matière vitale semble se faire de plus en plus rare. Les proches de malades nécessitant urgemment ce précieux liquide se sentent excédés. Partout où nous nous rendons, nous nous heurtons à la pénurie de produits sanguins. Nous en appelons à la générosité des citoyens pour une grande mobilisation. Vous savez, je suis tout le temps confrontée à ce genre de situation. Cela fait 3 jours que je viens ici pour espérer obtenir des poches de sang. En vain. Cela fait 3 jours que nous espérons trouver des poches de sang. On nous a demandé de faire don de notre sang. Et c'est ce que nous avons fait, mon frère et moi. 48 heures sont passées après notre don et nous n'avons rien encore reçu. Le manque de sang est criant partout, dans les cliniques, les hôpitaux. Mon oncle est malade. Il s'apprête depuis samedi dernier à subir une opération. Mais tant qu'il ne dispose pas de poche de sang, il ne pourra pas être opéré. Outre les cas urgents, il existe des malades qui ont besoin de sang de façon régulière, à peu près toutes les 3 semaines. Pour cela, j'appelle les citoyens à faire montre de générosité en faisant don de leur sang assidûment. Le nombre de donneurs en temps normal au niveau de ce centre ne dépasse pas les 70 personnes quotidiennement. Maigre affluence quand on sait que la demande en cette matière vitale est de 300 poches de sang au quotidien. Donner du sang s'impose à l'heure actuelle. Je donne mon sang 1 ou 2 fois par an, selon ma disponibilité. Je pense que c'est un acte qui doit être spontané. C'est un devoir citoyen pour sauver des vies. Je donne mon sang pour la première fois. C'est mon oncle qui m'a encouragé à le faire pour aider les gens qui sont dans le besoin de cette matière. Les réserves de sang du Centre régional de transfusion sanguine de Rabat ne combleront que les besoins de 2 jours en cette denrée précieuse, pas plus. Le centre appelle à une grande mobilisation pour satisfaire une demande qui ne cesse de grandir et aider à sauver des vies. Inauguration aujourd'hui au Technopolis à Salé du plus grand data center du Maroc. Cette infrastructure de pointe offre une superficie de 1000 mètres carrés. Ce gigantesque data center est doté de 2 connexions indépendantes en fibre optique. Il offrira notamment aux entreprises marocaines des solutions aux normes internationales en matière de cloud, de disponibilité et de connectivité. Ahmed Alaoui, Abdelhadi Skiwi et Iman Ablou. Une infrastructure de pointe, une superficie de 1000 mètres carrés,
Le plus grand data center est domicile à l'université Technopolis de Rabat. La connectivité de cette installation stratégique est assurée par des réseaux en fibre optique permettant à tous les clients d'accéder en toute sécurité 24/24 et 7/7 aux différentes données hébergées sur le site tout juste inauguré. Ce nouveau data center permet donc de proposer des offres sur mesure de cloud public et d'hébergement physique à la demande et de manière évolutive. Ajoutez à cela un accompagnement au quotidien des entreprises dans leur processus de digitalisation. L'entreprise marocaine aujourd'hui, elle est en phase de digitalisation avancée. Donc après avoir construit des réseaux de communication et une connectivité avancée, l'entreprise est en train de mettre toutes ses applications sur des clouds et sur des data centers externes. Pourquoi? C'est pour gagner plus d'agilité et plus de fluidité dans la digitalisation de ces processus. Et donc ce data center aujourd'hui, il arrive à point nommé pour offrir à toutes les entreprises marocaines, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, la possibilité d'héberger ces données au Maroc, de savoir où est-ce qu'elles sont localisées, où est-ce qu'elles sont et comment elles sont sécurisées, et pouvoir ainsi libérer leur potentiel de digitalisation. Le nouveau data center, un point capital pour les entreprises marocaines. Grandes ou petites, elles sont en mesure de s'appuyer sur des infrastructures et des solutions leur assurant la meilleure sécurité de leurs données. La construction d'un cloud souverain permet également d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du tissu économique national. Ici, les technologies dernière génération se déploient, les plus avancées, comme le fameux rack. Le rack, c'est un équipement qui permet de mettre des serveurs clients ou des serveurs de cloud Inouï à disposition. Donc le rack, c'est un équipement qui permet d'héberger Hadouk les serveurs. À l'intérieur des serveurs, on va trouver des capacités de calcul, des capacités de stockage, et on va trouver des éléments réseau aussi. Une infrastructure qui se veut donc une solution innovante pour une véritable insertion dans le désormais incontournable écosystème digital, basé sur la performance, la connectivité, qui vont de pair avec la très sollicitée sécurisation des données. La vague de froid et le léger retard des précipitations, cette situation a-t-elle un impact sur la saison agricole? À Etourir, dans la province d'Al Haouz, les agriculteurs et les éleveurs restent en tout cas optimistes, même s'ils ont été contraints d'acheter des aliments pour bétail en grande quantité par rapport à l'année dernière pour subvenir aux besoins de leur cheptel. Omar Jlaidi les a rencontrés. Le commentaire est signé Boubkar Ben Ghabret. Regardez. Nous sommes à Etourir. La région est réputée pour la culture du maïs. Dans les champs, la machine tourne à plein régime. Cela s'appelle l'ensilage, produire du maïs fourragé pour bétail. Du problème de l'ensilage, la pratique actuellement qui est beaucoup très facile, c'est d'avoir bien haché le maïs qu'on sème en 2 périodes pendant l'année, c'est-à-dire au mois de mars et à la fois au mois même d'août. Donc, pour les 2 périodes, la qualité est toujours la même. Vous voyez, une fois que l'herbe est hachée, il sera mis dans des sacs fermes et après, on le met en emballage et que peut être vendu à l'échelon national sans qu'il y aura aucun risque. Sur les 500 000 hectares de pâturage que compte la région de Marrakech-Safi, 53 000 sont consacrés à la production d'aliments pour bétail. À forte valeur nutritive, le maïs fourragé constitue des stocks d'aliments de bonne qualité pour bovins et ovins. Le maïs fourragé est un aliment pour bétail qu'achètent les éleveurs pour engraisser leurs bêtes, notamment en cette période hivernale. Nous engraissons nos bêtes avec cet aliment. Il est très nutritif. En plus, c'est un produit bio. Nous livrons les éleveurs de bétail de la région de Rhamna, Srarna, Chichawa, Shmaïa, même ceux de la région de Demnet et Tanen et plusieurs autres régions du pays. La production d'aliments pour bétail avoisine les 2 millions de tonnes par an dans la région Marrakech-Safi. 37 tonnes sont ainsi produites à l'hectare. La région compte également plus de 500 000 têtes de bovins et 375 000 têtes d'ovins.
La vague de froid persiste, une saison d'une grande rudesse pour les populations des régions montagneuses. Dans la commune d'Oziwa, province de Taroudan, l'élan de solidarité s'organise pour prêter assistance aux habitants. Une caravane médicale pluridisciplinaire sillonne la commune avec des consultations et des offres de soins de proximité. L'action est organisée par l'INDH en partenariat avec une association locale. Hijab Tamek, Mehdish Taïbi et Mounia Marouche pour le commentaire. Des unités médicales mobiles vont au plus près des habitants de la commune d'Oziwa, province de Taroudan. Des médecins et des infirmiers prodiguent les soins nécessaires et apportent une précieuse assistance sociale aux patients. Du baume au cœur pour ces populations des zones montagneuses touchées par la vague du froid. Mon fils est très malade et moi je suis diabétique. Grâce à cette caravane médicale, nous avons bénéficié de consultations. Le personnel médical nous a bien accueillis. Il nous a même prodigué des conseils. Je les remercie tous. Je suis asthmatique. Ici, les médecins m'ont pris en charge. Ils m'ont donné des médicaments. Tout se passe bien. Merci à tout le monde. Des consultations, mais également des actes chirurgicaux ont porté sur plusieurs spécialités. Au total, la caravane ambitionne de réaliser pas moins de 170 opérations, 120 concernant l'ophtalmologie. Le reste sera consacré à la chirurgie générale. Et la majorité des patients sont opérés pour la cataracte. Nous sommes ici dans la province de Taroudan, dans une région montagneuse, pour faire une campagne multidisciplinaire comportant 2 volets. Un volet médical comprenant plusieurs spécialités médicales, notamment la cardiologie, l'endocrinologie, la gastroentérologie, la pneumologie, la pédiatrie, la gynécologie, et un volet chirurgical. Cette grande action humanitaire à l'initiative de l'INDH en partenariat avec l'association marocaine médicale de solidarité vise également à sensibiliser et à prévenir les complications liées au froid, notamment dans les cas des maladies chroniques et respiratoires. Le groupe du Premier ministre Julien Kor-Bekal a prêté aujourd'hui serment devant le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. La cérémonie de prestation de serment intervient conformément à l'article 15 de la Constitution gabonaise qui stipule qu'avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République en présence de la Cour constitutionnelle. Nommé samedi par décret présidentiel, le nouvel exécutif est composé de 38 membres, y compris le chef du gouvernement, Julien Kor-Bekal. Il comprend 11 ministres d'État, 18 ministres et 8 ministres délégués. L'actuel gouvernement est issu des législatives des 6 et 27 octobre qui ont donné une large majorité au Parti démocratique gabonais avec plus de 90 députés. La nouvelle formation gouvernementale comprend des nouveaux noms mais aussi des ministres du gouvernement sortant dont certains ont changé de portefeuille alors que d'autres ont gardé le même poste. Le président gabonais devrait par la suite présider plutôt un conseil des ministres, le premier d'ailleurs en cette année 2019. Les députés britanniques se prononcent ce soir sur l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne par la première ministre britannique Theresa May. Un vote historique qui devrait, sauf surprise, marquer un rejet du texte et aggraver les doutes sur l'avenir du Royaume-Uni. À l'heure où je vous parle, les débats se poursuivent au Parlement, les convergences persistent et la tension monte d'un cran. Le vote est attendu ce soir vers 21h après l'examen des 4 amendements concernant les modalités de l'accord sur le Brexit. 3 morts et des dizaines de blessés, bilan provisoire de l'attaque à l'explosif perpétrée ce mardi au centre de la capitale kenyenne, Nairobi. Attaque immédiatement revendiquée par le groupe radical des Shebeb, groupe affilié à Al-Qaïda. L'explosion a été suivie de plusieurs coups de feu. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre important des blessés, tous des civils. Un important dispositif de sécurité a été déployé aux alentours du lieu de l'attaque. Le groupe extrémiste Boko Haram sème à son tour la terreur au Nigeria avec cette nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays. Les membres du groupe ont également mis le feu dans plusieurs camps de déplacés dans la même région. Au moins 7 personnes, 3 soldats et 4 civils ont été tués dans cette attaque.
Les talibans ont revendiqué ce mardi l'attaque au camion piégé perpétrée hier soir à Kaboul, l'attaque qui a fait 4 morts, dont 3 militaires et des centaines de blessés, presque tous des civils. Selon les précisions du ministère de l'Intérieur, les talibans menacent de commettre de nouvelles attaques dans la capitale afghane, souvent le théâtre d'attaques terroristes. Les efforts diplomatiques s'intensifient pour rappel depuis plusieurs années pour mettre fin à ces violences. En France, la crise des Gilets jaunes est une chance pour réagir plus fort et continuer de réformer plus profondément. La déclaration émane du président français Emmanuel Macron qui a lancé aujourd'hui devant des centaines de maires réunis en Normandie le débat national. Cette première sortie de Macron depuis un mois s'est déroulée sous haute sécurité alors qu'une centaine de Gilets jaunes étaient pacifiquement rassemblés pas loin du lieu où il a prononcé son discours. On n'est pas là pour casser, on veut montrer qu'on ne lâche pas, a déclaré l'un des porte-parole du mouvement. Ouverture à Marrakech des travaux de la deuxième réunion de la 3e édition des sommets exécutifs de la FIFA. Un sommet d'envergure de 3 jours après celui tenu l'année dernière à Doha au Qatar. Ces travaux se déroulent à huis clos en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino. À l'ordre du jour de ce conclave, les questions stratégiques liées à cette discipline, l'avenir des compétitions de la FIFA, le développement du football en général et du football féminin en particulier, ainsi que l'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR, sur l'importance de l'organisation de ces sommets en Afrique et à Marrakech. Écoutons tout de suite Ahmed, président de la CAF. D'habitude, ces derniers sommets, on discute beaucoup plus sur les sujets brûlants actuels, pas brûlants, mais sujets d'actualité actuelle, qui est la Coupe du Monde des clubs. Et de l'autre côté, la Ligue des Nations. Il y a aussi d'autres sujets qu'on discute souvent pour toujours améliorer la manière d'entreprendre ou la manière d'organiser certaines compétitions dans notre continent ou sur le plan mondial. Parce que lui, il s'occupe des compétitions au niveau mondial. Cap sur la province de Midelt, elle est réputée pour sa poterie artisanale de tous les styles et de toutes les époques. Les artisans de la région perpétuent cet art ancestral avec beaucoup de passion. Des esthètes amoureux des belles matières, notamment l'argile dont ils confectionnent différents ustensiles de cuisine et autres objets de décoration. Ahmed Fadeli et Boubkar Ben Ghabret. Entouré par les reliefs d'Aitoufla dans la commune d'Itzer, dans la province de Midelt, l'atelier de poterie artisanale de Jalil Abdelrahman. Dès les premières heures de la matinée, il s'investit dans la fabrication de ses produits artisanaux, un art ancestral transmis de père en fils. على ما يزيد من 30 سنة وأنا في هذه الحرفة. J'exerce ce métier depuis 30 ans. Grâce à Dieu, cela me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Mes enfants travaillent avec moi dans la poterie. Ils me préparent la matière première. Nous fabriquons des tagines et des braseros et autres ustensiles de cuisine. Le travail de l'argile passe tout d'abord par un exercice physique quelquefois éprouvant. Nous utilisons de l'argile que nous ramenons de la région de Boumia. Nous la pulvérisons, la tamisons, on malaxe la matière avant d'être pétrie. Avant d'être mis au four traditionnel à une température de 1300 degrés, le produit artisanal passe par plusieurs étapes, puis il est verni. Le produit fabriqué doit être gardé à l'intérieur de l'atelier de poterie avant de l'exposer le lendemain au soleil pour qu'il sèche. Vient ensuite la phase de vernissage. Le produit artisanal est remis au four.
Le four doit être à une température de 1300 degrés. Après 6 heures de cuisson, il faut diminuer la température avant de refroidir le produit artisanal dans de l'eau tiède. Une fois l'opération terminée, le produit artisanal est prêt à la vente. La province de Midelt compte de nombreuses unités spécialisées dans la production de poteries très anciennes. Ceci est dû principalement à l'argile disponible dans la région en grande quantité. La fabrication de poteries traditionnelles existe également dans le Rif ou encore dans le sud du pays, à Ouarzazate et Zagora. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudan pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.